Le palais impérial de Tokyo est situé à environ 2100 km de la Chine. Il ne couvre qu'environ 3,4 km². Pourtant, dans les années 80, il valait plus que l'ensemble de l'immobilier de la Californie. Pratiquement, cela n'avait aucun sens. Mais c'est à cela que ressemble une bulle en 91. La valeur totale de l'immobilier japonais était estimée à environ 20 000 milliards de dollars, soit 5 fois celle de l'ensemble des États-Unis. À cette époque, l'immobilier et la construction représentaient environ un quart de l'économie, et les gens pensaient que cela durerait toujours. Mais les bulles durent rarement, car lorsque la bulle a éclaté, les prix des terrains se sont effondrés jusqu'à 80%, les banques ont été submergées, et sous le poids de plus de 1000 milliards de dollars de prêts toxiques, le chômage a atteint un sommet, et le Japon est entré dans une récession qui a duré près de 25 ans. Cet effondrement n'était pas une exception, mais un schéma, car l'histoire se répète. Seuls les pays changent, tout comme la brutalité de chaque version. En observant la Chine, cela ne me rappelle pas le Japon. 3 erreurs ont aggravé la situation. Les bots chinois vont tenter de mettre des votes négatifs sur ces vidéos qui les exposent, mais vous pouvez aider en likant. Merci. Pendant près de 30 ans, le marché immobilier chinois était une véritable machine à miracles. Après la privatisation du logement en 1998, les villes ont explosé de nouvelles constructions. Des millions ont quitté les campagnes pour vivre en ville, tandis que des familles ont vu leur richesse croître grâce à la propriété d'un appartement. Ce boom immobilier a propulsé la Chine au rang de superpuissance. En 2021, les chiffres étaient presque incompréhensibles. L'immobilier et tout ce qui s'y rattache. Les aciéries, les cimenteries, les fabricants de meubles, les banques et les entreprises de construction représentaient de 5 à 30% du PIB total de la Chine. Mais voici la partie folle. Le ménage chinois moyen avait 60 à 70% de ses économies de toute une vie investies dans l'immobilier, soit plus du double de ce que les Américains placent dans l'immobilier. Les gouvernements locaux dépendaient pas fortement, tirant 40% de leurs revenus uniquement de la vente de droits fonciers aux promoteurs. Mais en 2021, l'une des bombes à retardement a explosé. C'était la crise Evergrande. Les gens pensaient que la crise avait commencé en 21, mais en réalité, toute personne du secteur aurait aisément anticipé la situation, car tout fonctionnait comme une arnaque, mais légale. Les promoteurs immobiliers chinois menaient en réalité une pyramide légale, vendant des appartements encore inexistants. Ils empochèrent l'argent, achetaient plus de terrain, puis répétèrent ce cycle. Le problème de ce modèle, c'est qu'il marchait seulement si les prix montaient et que les banques prêtaient, rendant les promoteurs très endettés. Mais personne ne s'en souciait parce que la Fed battait toujours son plein. Mais le gouvernement chinois a finalement décidé que ça suffisait. En août 2020, ils ont mis en place ce qu'on appelle la politique des 3 lignes rouges. Cette seule mesure a tout bouleversé pour tout le monde. La Banque populaire de Chine et le ministère du Logement ont imposé 3 règles financières strictes aux promoteurs, sous peine de sanctions. Premièrement, le ratio actif-passif doit être supérieur à un certain pourcentage. Deuxièmement, le ratio d'endettement net sur fonds propres doit être inférieur à 100%. Troisièmement, le ratio de trésorerie sur emprunt à court terme doit être sous 1, en termes très simples. Pour chaque 100 $ de biens qu'une entreprise possède, elle ne devrait pas devoir plus de 70 $. Sa dette totale ne devrait pas dépasser ce qu'elle possède réellement. Troisièmement, l'entreprise doit disposer de liquidités pour rembourser les prêts arrivant à échéance dans l'année. Mais c'était vital pour la plupart des sociétés immobilières. La Chine a coupé cela. Et toute la machine immobilière s'est figée du jour au lendemain. Les résultats ? Plus de nouveaux prêts, plus d'obligations, plus de bouées de sauvetage. Le gouvernement voulait forcer ces entreprises à se remettre en ordre et à cesser de jouer avec de l'argent emprunté. Sur le papier, c'était logique, mais en réalité, cela a presque détruit le secteur. On pourrait dire que cela devait arriver. Les investisseurs étrangers ont cessé de prêter aux promoteurs chinois, et les banques chinoises ne financent plus que les entreprises publiques ou les projets approuvés par le gouvernement figurant sur une liste blanche. Le gouvernement a fait éclater la bulle, mais plus personne ne voulait financer l'industrie. Chacun blâmait soit le gouvernement, soit les entreprises. En réalité, la théorie du plus grand fou était la vraie coupable. Quand les prix de l'immobilier ont chuté en 22 et continué jusqu'en 25, un élément clé s'est brisé dans la mentalité d'investissement chinoise. Acheter un bien immobilier était autrefois vu comme le meilleur choix financier. Mais cette logique s'effondre aujourd'hui. Louer un appartement dans les grandes villes chinoises rapportait moins de 2%. Cela n'avait aucun sens pour les acheteurs, puisque les obligations d'État, plus sûres, offraient autant ou plus sans effort. Mais le vrai choc a été le deuxième coup. Les prix de l'immobilier eux-mêmes étaient en baisse. Les investisseurs ne se contentaient pas d'obtenir de faibles rendements. Ils perdirent de l'argent sur 2 fronts en même temps.
et cela a duré très longtemps. Les gens achetaient des actifs surévalués, non pas parce qu'ils avaient de la valeur, mais parce qu'ils pensaient que quelqu'un d'autre les achèterait plus tard à un prix plus élevé. En finance, cette folie porte un nom, la théorie du plus grand fou. Alors, les Chinois se sont-ils rendus compte de leur erreur? Oui. Mais ont-ils complètement arrêté d'acheter de l'immobilier? Non. Ils ne l'ont pas fait, non parce qu'ils étaient fous, mais parce qu'ils croyaient en la légende de l'immobilier. Alors que l'industrie s'effondrait, la légende restait debout. Elle s'appelait Vanka Company Limited. À part les initiés au sommet, tout le monde croyait que l'entreprise était trop grande pour s'effondrer. Ils avaient de bonnes raisons de le croire. Vanka a longtemps été la référence de la gestion responsable du secteur, le seul promoteur digne de confiance pour les investisseurs, même en période de crise. 3 raisons expliquèrent sa popularité dans le secteur. Elle profitait du soutien majeur de Shenzhen Metro Group, entité publique détenant une part de l'entreprise, ce qui lui donnait une grande crédibilité. Contrairement à Evergrande, elle a évité un fort effet de levier et s'est concentrée sur un flux de trésorerie stable, une rotation rapide des projets et une gestion de la dette disciplinée. Ainsi, Vanka semblait avoir un bouclier invisible la protégeant du chaos qui consumait ses concurrents. Donc, si Evergrande représentait tout ce qu'il y avait d'imprudent et de surendetté dans le boom immobilier chinois, alors China Vanke était censé être tout le contraire. Le choix sûr, l'entreprise qui faisait tout correctement. C'était un bouclier contre le chaos, un bouclier avec des fissures. Seuls quelques-uns l'ont remarqué, car pendant la majeure partie de 2024, Vanka avait réussi à traverser la tempête mieux que presque tout le monde, continuant à accéder au crédit alors que d'autres étaient complètement exclus. Au dernier trimestre de 2025, les fissures qui s'étaient formées sous la surface se sont soudainement ouvertes en grand. L'entreprise était submergée par la chute des ventes, et une vague massive de paiements de dettes arrivait à échéance, qu'il n'était tout simplement plus capable de gérer. Pourtant, même à ce stade, le monde ignorait encore la crise. Ils ne l'ont appris que lorsque Vanka a elle-même signalé sa chute. Eh bien, ça paraît fou. Pourquoi quelqu'un annoncerait-il sa propre chute, n'est-ce pas? La réponse simple, c'est qu'il n'avait pas le choix. C'était une annonce qui a tout changé. Fin novembre 25, Vanka a surpris, en demandant aux détenteurs d'obligations de repousser le remboursement d'une obligation de 2 milliards de yuans, environ 283 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 décembre. Il voulait repousser l'intégralité du paiement, à la fois le principal et les intérêts, d'une année entière, jusqu'en 26. Ce n'était pas non plus un instrument offshore obscur. C'était une obligation domestique détenue par des investisseurs chinois, et c'était la première fois que Vanka manquait un paiement dans son histoire. La rapidité de la dégradation de la trésorerie de Vanka rendait la crise d'autant plus inquiétante. À la fin juin 2025, la société aurait disposé de 69 milliards de yuans en liquidités disponibles. À la fin septembre, ce chiffre était tombé à 1 milliard. Une grande partie de ces liquidités restait inaccessible, car bloquées dans des comptes séquestres liés au projet, issus des préventes, et ne pouvaient légalement servir au remboursement de la dette de l'entreprise. S&P Global Rating a averti que Vanka faisait face à de nombreuses échéances obligataires, alors que son flux de trésorerie d'exploitation allait devenir négatif. La panique a éclaté quand la nouvelle est devenue publique. Quand la nouvelle est tombée, les obligations de Vanka se sont effondrées. Une obligation en yuan, échéance mars 27, coté 85 centimes du yuan il y a peu, a chuté à 40 centimes au 25 novembre. L'action de la société à Hong Kong a atteint un niveau historiquement bas, et à Shenzhen, elles sont tombées à leur plus bas depuis 2008. La bourse de Shenzhen avait suspendu la cotation de 7 des obligations négociées en bourse de Vanka, en raison de la sévérité de la vente massive. Les obligations en dollars offshore ont fait encore pire, avec une obligation arrivant à échéance en novembre 27 qui s'est effondrée, passant d'environ 55 cents par dollar à seulement 23 cents en quelques jours. Quelques jours. Mais un autre monstre est venu s'ajouter à la chute. En octobre 25, les prix des logements neufs en Chine chutaient au rythme mensuel le plus rapide de toute l'année, montrant que la demande dans l'immobilier restait très faible, malgré de nombreuses promesses gouvernementales de stabiliser le marché. Vous vous souvenez de la chute d'Evergrande? Son implosion spectaculaire en septembre 2021, lorsqu'il a manqué 131 millions de dollars de paiement de coupons, et a transformé la crise immobilière chinoise en un sujet mondial. Le gouvernement du président Xi Jinping avait promis à plusieurs reprises de résoudre le problème, mais les solutions restaient insuffisantes. Et un secteur qui générait autrefois un tiers du PIB total de la Chine continuait de perdre de la valeur. L'espoir diminuait, les chiffres chutaient, tout paraissait sombre jusqu'à ce que le moment magique arrive enfin, en septembre 24. Ce mois-là, le gouvernement a soutenu l'économie,
en baissant les taux hypothécaires, assoupli les règles d'achat et encouragé les banques à financer certains projets. Cela a brièvement ralenti la chute et a donné l'impression que le marché immobilier se stabilisait. Cela a donné un moment de répit aux acheteurs et aux promoteurs, mais ce soulagement n'a pas duré. En octobre 2025, les ventes des 100 principaux promoteurs se sont effondrées de 41,9% par rapport à l'année précédente, tombant à seulement 253 milliards de yuans. C'est la chute la plus brutale que nous ayons vue depuis des mois, et cela nous dit quelque chose d'important. Les mesures d'assouplissement que le gouvernement a essayées, oui, elles ne fonctionnent pas. Si vous prenez un peu de recul pour voir le tableau d'ensemble, vous remarquerez que, tout au long de 24, les ventes de logements neufs à l'échelle nationale ont totalisé 814,5 millions de mètres carrés. C'est une baisse en pourcentage par rapport à l'année précédente. Mais voilà, ce n'est pas une crise soudaine. Nous assistons à cet effondrement au ralenti depuis des années. En 21, les ventes ont chuté de 25,7%, puis en 22, une autre baisse de 17,3%. La tendance est sans équivoque, elles s'accélèrent à la baisse. Au début, 25 leur a donné un faux sentiment d'espoir. Les ventes du premier trimestre ont atteint environ 185 milliards de mètres carrés, en baisse de seulement 2,43%. Presque stable, non ? Les gens pensaient « Oh, peut-être qu'on a passé un cap !» À la mi-année, le premier semestre totalisait 183,6 millions de mètres carrés, en baisse de seulement 4,4%, avec des ventes totales atteignant près de 3,9 000 milliards de yuans. Mais juillet est arrivé et a écrasé cet optimisme. La valeur des ventes a plongé de 24% sur l'année, à 211 milliards de yuans. Notez que cela représente une chute importante de 8% entre juin et juillet. Et les experts sont là avec une mauvaise nouvelle, puis une deuxième mauvaise nouvelle. Les experts prévoient que les prix de l'immobilier vont baisser de 3,7% pour toute l'année 25. Et deuxièmement, ils ne s'attendent pas non plus à une amélioration en 26. Nous ne prévoyons pas de stabilité avant 27 ou plus tôt. En octobre, les prix des logements neufs dans 70 grandes villes ont chuté de 2,2% par rapport à l'année précédente, ce qui, en fait, semble être une bonne nouvelle, car c'est le ralentissement le plus faible depuis mars 24. Regardez les chiffres mensuels. Les prix ont chuté de 0,5% entre septembre et octobre, soit la plus forte baisse en un an. Juin a été particulièrement brutal, avec une baisse de 0,3% d'un mois à l'autre, la plus rapide que nous ayons vue en 8 mois, et une chute annuelle de 3,2%. Au deuxième trimestre, les prix réels ont baissé de 0,38% en tenant compte de l'inflation. Mais c'est là que ça devient étrange. En novembre, les prix des logements neufs ont en fait légèrement augmenté, de 0,37% par rapport au mois précédent. Ça semble positif, non ? Sauf que les prix de revente sur le marché secondaire ont chuté de 9,4%. Le marché c'est littéralement en train de se scinder en deux, avec le marché de la revente qui ne montre absolument aucune confiance. Il y a un point positif dans toute cette obscurité, Shanghai. C'est la seule grande ville encore en croissance, avec des prix en hausse de 5,7% sur un an en octobre, et une hausse remarquable de 10,1% pour les logements neufs en mars. Mais Shanghai est l'exception qui confirme la règle. Le vrai cauchemar, c'est ce qui reste invendu. À la fin août 2025, il y avait environ 762 millions de mètres carrés de logements achevés qui restaient tout simplement vides. C'est en hausse par rapport à 0,53 millions à la fin de 2024. En mars, le stock résidentiel disponible à la vente avait grimpé à 121,58 millions de mètres carrés. Le ratio de rotation des stocks, en gros, le temps qu'il faut pour tout vendre, absolument tout, s'est légèrement amélioré, passant à environ 21 mois contre un pic de près de 26 mois en avril. Mais cela représente toujours près de 2 ans de logements invendus qui s'accumulent. Voici la partie la plus effrayante. Il y a un stock caché dont on ne parle même pas. L'écart entre les projets des promoteurs et les ventes réelles représente environ 0,6 milliards de mètres carrés restés dans l'ombre. Sur l'ensemble du marché, Vanke de Chine détient une dette totale portant intérêt de 164,3 milliards de yuans. Bien que Shenzhen Metro ait accepté ce mois-ci de fournir des prêts d'urgence jusqu'à 2 milliards de yuans au premier semestre 2026, cela pourrait seulement retarder l'inévitable. Les rapports financiers
indique que Pékin a conseillé au gouvernement de Shenzhen d'adopter une approche axée sur le marché pour gérer la dette de Vanka, signifiant laisser évoluer la situation sans grand plan de sauvetage. La crainte d'une contagion se propage désormais sur le marché. Si Vanka fait faillite, les autres promoteurs auront encore plus de mal à obtenir un refinancement. Et la pression à la vente sur le marché immobilier pourrait s'accélérer de façon spectaculaire, faisant chuter les prix encore plus rapidement qu'ils ne baissent déjà. Quand le signal de détresse de Vanka a retenti, le marché est passé en panique totale, et les dégâts se sont étendus bien au-delà d'une seule entreprise. En quelques jours, Vanka, jadis fiable, est devenue une entreprise dont la survie cette année est incertaine. SP Global Rating a essentiellement rendu le verdict final à la fin du mois de novembre, lorsqu'ils ont littéralement détruit la note de crédit de Vanka, la faisant chuter jusqu'à CCC. C'est catastrophique, pas seulement mauvais. C'est la note reçue si les analystes estiment que vous risquez de faire défaut sous 6 mois. Ils ont instauré la surveillance de crédit, aux conséquences négatives, et ont affirmé que la situation financière de Vanka était intenable et que l'entreprise manquait vite d'argent. Ensuite, ce fut le chaos. Quand Vanka a annoncé qu'ils ne pouvaient pas payer cette obligation à temps, 6 de leurs obligations ont chuté de plus de 10% en quelques heures. Une obligation était dans un état catastrophique. Elle a chuté de 2% en une seule séance de trading. La bourse a même suspendu les échanges pour éviter un effondrement total, comme sur les marchés internationaux. Les obligations en dollars de Vanka, à rembourser en 27, valaient seulement 20 cents pour $1, ce qui en dit long. Les investisseurs étrangers avaient perdu espoir de récupérer leur argent. L'action de la société s'effondrait, atteignant à Hong Kong son plus bas historique, pendant que les actions à Shenzhen retombaient à leur niveau de la crise financière de 2008. Mais voici ce qui a vraiment glacé le sang de tout le monde. Au moins 2 grandes banques chinoises ont refusé les demandes de prêts d'urgence de Vanka pour couvrir ses paiements de décembre. C'est énorme car Pékin fait pression sur les banques pour qu'elles prêtent toujours aux promoteurs immobiliers. Si les banques sont tellement terrifiées par la situation financière de Vanka qu'elles sont prêtes à défier la pression du gouvernement et à refuser de prêter même à une entreprise soutenue par l'État, alors, vous savez, la situation est irrécupérable. Il s'avère que ce filet de sécurité avait de sacrés gros trous. Bien sûr, le métro de Shenzhen avait lancé une bouée de sauvetage à Vanka au début de 25, avec des prêts d'une valeur de plus de 30 milliards de yuan. Ils ont évidemment tenu en public le discours attendu sur le soutien à l'entreprise. Mais à la fin de l'année, quelque chose avait changé. Ils ont commencé à imposer beaucoup plus de conditions à tout nouvel argent, exigeant des garanties plus strictes et de meilleures conditions avant d'envisager d'aider à nouveau. Le véritable électrochoc est survenu lorsque tout le monde a découvert que Vanka avait dû céder son joyau de la couronne, une participation de 57% dans OneWall, l'entreprise de gestion immobilière. Cette activité rapportait beaucoup, simplement pour obtenir ses prêts de Shenzhen Metro. Ce n'est pas un sauvetage, mais une opération de prêteur sur gage. Et cela a prouvé que même le soutien soutenu par le gouvernement a un prix et des limites strictes. Alors, où en est le marché immobilier chinois alors que nous avançons en 2025 ? Eh bien, le chaos s'est en quelque sorte transformé en un déclin lent et pénible qui ne fait qu'empirer, peu importe ce que l'on essaie. Le gouvernement a assoupli des règles dans les grandes villes, espérant que les riches rachètent des appartements de luxe. Et cela a un peu aidé tout en haut du marché, mais cela ne représente qu'une infime partie de la réalité. Ce qui montre la peur de ces entreprises, c'est d'observer les nouveaux chantiers lancés, révélant si les promoteurs croient encore en l'avenir du secteur. Ces chiffres sont en chute libre, en baisse de près d'un quart en 24, puis d'une nouvelle baisse de 20% au début de 25. Les promoteurs ont essentiellement cessé d'acheter de nouveaux projets, car ils ne voient pas comment ils pourraient jamais en tirer assez d'argent, et ils sont trop concentrés sur le fait de survivre un mois de plus. Ce qui est encore plus dévastateur, c'est qu'ils ne peuvent même pas finir les immeubles déjà commencés, pour lesquels des familles ont mis toutes leurs économies en acompte. Le gouvernement a fortement pressé ces entreprises de finir les logements, craignant des émeutes. Pourtant, les achèvements ont chuté d'environ 15% au premier semestre 2025. Pourquoi ? Parce que les promoteurs sont tellement fauchés qu'ils ne peuvent même plus payer les ouvriers du bâtiment, même avec les fonctionnaires du gouvernement qui leur mettent la pression. En octobre, ils disaient avoir validé plus de 7000 milliards de yuans de prêts pour ces projets sur liste blanche, suffisant pour achever des millions d'appartements. Ça paraît incroyable à première vue, mais quand on creuse ce qui s'est réellement passé, la situation devient vite beaucoup plus floue. D'abord, approuver ne signifie pas que l'argent a été débloqué.
La Banque agricole de Chine a reconnu n'avoir distribué qu'environ 5% des fonds approuvés à la mi-2025, puis des analystes de Trivium Chine ont relevé un détail très suspect. Le gouvernement annonçait encore d'importantes hausses de prêts approuvés, passant de 4 000 à 7 000 milliards. Mais en examinant les données réelles sur le crédit transféré aux promoteurs, ces chiffres bougeaient à peine. Ce qui s'est probablement passé, c'est que les banques prenaient simplement des prêts existants et leur collaient une étiquette de liste blanche pour satisfaire leur patron à Pékin, sans réellement créer beaucoup de nouveaux prêts. Mais vous savez quoi ? Malgré toute cette ingénierie financière et comptabilité douteuse, la liste blanche a servi son vrai objectif. À la fin de 25, plus de 7,5 millions de logements qui étaient restés à moitié construits ont enfin été achevés, et des familles qui ont pu emménager. C'était crucial car des acheteurs en colère lancèrent des boycotts hypothécaires, menaçant de ne plus payer leurs prêts si leur appartement n'était pas terminé. Si ce mouvement s'était étendu, il aurait pu faire s'effondrer tout le système bancaire. Terminer ces logements relevait moins de l'économie immobilière que d'éviter l'explosion du pays. Cependant, l'effondrement du marché immobilier provoquait une autre crise menaçant la structure gouvernementale. En Chine, les responsables locaux finançaient de nouveaux métros, aéroports et autoroutes. En vendant des terrains aux promoteurs et en empruntant sur la base de ventes futures via des véhicules spéciaux, le marché immobilier s'est effondré. Les ventes de terrains ont baissé de 16% en 2024 et tout cet argent emprunté n'avait plus de revenus pour être remboursé. Pékin a alors déployé l'artillerie lourde avec un plan de sauvetage en novembre 2025 annonçant un paquet d'environ 10 000 milliards de yuans. Cela représente 1,4 billion de dollars pour éviter la faillite des gouvernements locaux et une crise de la dette souveraine. Les gouvernements locaux avaient accumulé une montagne de dettes cachées, essentiellement des prêts contractés hors bilan via des véhicules financiers pour contourner les limites d'emprunt, et elle avait dépassé les 1000 milliards de yuans. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette dette était à court terme et coûteuse, avec des taux d'intérêt qui saignaient à blanc les budgets locaux chaque mois. Le plan de sauvetage leur a accordé 6 000 milliards de yuans d'emprunt sur 3 ans, pour essentiellement refinancer toute cette dette toxique en obligations gouvernementales officielles, avec des taux d'intérêt bien plus bas, et des périodes de remboursement beaucoup plus longues. Ensuite, ils ont ajouté encore 4 000 milliards de yuans, sous forme d'obligations spéciales étalées sur 5 ans. Si tout se passait comme prévu, ils réduiraient ce tas de dettes cachées de plus de 10 000 milliards à peine 2 000 milliards d'ici 2028. Les économies d'intérêt libéreraient environ 600 milliards de yuans que les gouvernements locaux pourraient utiliser, au lieu de payer uniquement le service de la dette. Mais voici ce que vous devez comprendre sur ce que c'était vraiment. Ce n'était pas un plan de relance, ce n'était pas de l'argent injecté dans l'économie pour inciter les gens à dépenser ou à acheter des maisons à nouveau. C'était de l'ingénierie financière, transférant la dette de comptes douteux vers des livres officiels, où les régulateurs pouvaient la voir et la gérer. Cela a stoppé la menace immédiate d'un effondrement systémique, certes, mais cela n'a rien fait pour résoudre le véritable problème, à savoir que plus personne en Chine ne veut acheter de biens immobiliers. Ils ont vu les prix baisser 3 ans de suite et ne croyaient pas à une reprise. La confiance des consommateurs, autrefois au-dessus de 120, s'est effondrée dans les hauts 80. Les gens redoutent de perdre leur emploi, surtout dans la construction, l'immobilier ou la finance, alors ils économisent tout. À la mi-2025, l'épargne des ménages a atteint 160 000 milliards de yuans, augmentant de plus de 10% en un an. Personne ne dépense, alors les entreprises ne vendent rien et n'embauchent pas, poussant les gens à économiser davantage. Cela a plongé la Chine en déflation. Les prix ont essentiellement cessé d'augmenter, et les prix à la sortie des usines baissent carrément une fois que la déflation s'installe. C'est extrêmement difficile à briser parce que les gens attendent simplement que les choses deviennent moins chères, ce qui signifie moins de dépenses, ce qui force à de nouvelles baisses de prix, et la spirale continue de s'auto-alimenter. Les chiffres révèlent une vérité brutale. L'immobilier ajoutait autrefois plusieurs points à la croissance du PIB chaque année, mais maintenant il freine activement la croissance. Le FMI prévoit que cet effondrement pourrait retirer 2 points à la croissance potentielle future de la Chine. Pékin vise toujours une croissance de 5%. Il mise beaucoup sur les véhicules électriques, batteries et panneaux solaires pour compenser. Mais on ne peut pas remplacer un secteur qui représentait un quart de toute votre économie par quelques secteurs d'exportation. Les chiffres ne fonctionnent tout simplement pas comme ça. Le gouvernement chinois injecte des milliards pour résoudre le problème du marché immobilier, et cela n'a presque aucun effet. Les chiffres racontent une histoire assez choquante. La Chine a réduit les taux hypothécaires, abaissé les acomptes, mieux contrôlé les fonds de prévente et élargi les crédits aux promoteurs via une liste blanche.
Et la mesure phare, une facilité de rachat de 100 milliards de yuan pour acheter les stocks invendus, ça paraît énorme, non? Mais les analystes qui disaient que la reprise allait bientôt commencer, il y a seulement quelques mois, ont complètement changé d'avis. Maintenant, ils disent que la reprise reste insaisissable. En clair, oui, ça ne marche pas. Décomposons cette facilité de rachat de 100 milliards de yuan. Elle pourrait théoriquement permettre d'acheter environ 1 600 000 mètres carrés de biens invendus, soit à peu près 19% de tout le stock vacant à travers la Chine. Le problème, c'est que même acheter seulement cette portion nécessiterait en réalité environ 0,3 billion de yuan. Si les biens sont vendus avec des remises de 50%, cela représente 14 fois plus que ce qui a été alloué. Les mesures de soutien ne correspondent tout simplement pas à l'ampleur du problème, mais cela ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de l'argent disponible, mais de la part effectivement utilisée. En septembre 2025 seulement, 5,3% de cette facilité de 300 milliards de yuan avait été utilisée, même pas 6%. En 2023, un programme pilote similaire de 100 milliards de yuan n'avait qu'un taux d'utilisation de seulement 2%. Quand l'argent reste là sans être utilisé, c'est qu'il y a un problème fondamental. Le vrai problème, c'est qu'on ne peut pas relancer la demande uniquement avec des politiques. La démographie change, moins de gens ont besoin de logements, et l'accessibilité financière est très réduite. Ainsi, même avec de meilleures conditions, les gens ne peuvent pas acheter. L'incertitude sur l'emploi pousse chacun à économiser. Le marché immobilier chinois baisse encore. Ce n'est pas parce que le gouvernement ne fait pas assez d'efforts, mais parce que ces mesures de soutien se heurtent à des forces bien plus puissantes que ce qu'un simple ajustement de politique peut gérer. L'argent, à lui seul, ne résoudra pas ce problème. Il faut des acheteurs réellement motivés et solvables, ce qui manque actuellement en Chine, contrairement au Japon. 3 éléments distinguent la situation chinoise. La bulle japonaise a éclaté après le pic, tandis que la Chine a coupé le crédit alors que le marché baissait déjà, provoquant un gel soudain. Le Japon a affronté des actifs surévalués, tandis que la Chine s'est retrouvée avec des millions de logements inachevés, transformant la crise financière en perte de confiance publique. Contrairement au Japon, l'économie chinoise dépend fortement de l'immobilier, des recettes locales, de la richesse des ménages, des banques et de l'emploi. Quand l'immobilier s'est effondré, tout a suivi. Si bien que la crise immobilière en Chine ne concerne plus seulement les appartements vides et les promoteurs en faillite. C'est devenu une transformation économique à part entière qui est en train de remodeler la deuxième plus grande économie du monde en temps réel. Et les répercussions vont se faire sentir dans le monde entier pendant des années. La question est de savoir s'ils trouveront une voie avant l'effondrement du système sous le poids de la dette et de la déflation.